Chers amis, avant tout, je souhaite vous présenter mes vœux sincères de bonne et heureuse année. Que 2016 soit pleine de santé, de joie et je l'espère de sérénité pour vous et vos proches. Pour ce premier rendez-vous, les informations économiques importantes à retenir pour décrypter l'actualité sont, premièrement, le rapprochement entre Bouygues et Télécom et Orange, 2, le bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations, 3, la crise chinoise et quelques brèves à venir. Sur le marché des télécoms, tout d'abord, Orange et Bouygues Télécom sont depuis le 30 décembre dernier en négociation pour un rapprochement capitalistique éventuel qui diluerait la part de l'État dans l'opérateur historique Orange. Cette discussion fait suite à une tentative de rachat Bouygues Télécom par l'opérateur SFR en juin 2015. Pour le Front National, Orange est une entreprise nationale stratégique qui doit défendre l'intérêt général des Français d'abord. Par conséquent, il est impératif que la part de l'État reste prépondérante dans le capital d'Orange, au moins au niveau de la minorité de blocage, afin de sauver les emplois en France et d'éviter un futur dépeçage industriel. Souvenons-nous en 2014 le scandale Alstom, accepté par le gouvernement Valls et validé par la Commission européenne. Notre industrie Alstom, aujourd'hui, dans les griffes et les mains du géant américain de l'énergie, General Electric, avait des conséquences sociales et économiques désastreuses. À terme, je crains les consommateurs soient encore dans les grands perdants avec une hausse des tarifs dans la téléphonie mobile et fixe, due à la reconsolidation de la filière sur 3 opérateurs. Et les bénéficiaires en bourse seront sans surprise les groupes Iliad avec Free et Altis avec SFR. Dans le secteur des télécoms, la qualité des réseaux est fondamentale et l'avenir est à la fibre optique. Mais cet équipement en fibre suppose aussi de lourds investissements d'infrastructures et une vision à long terme que l'actionnariat public est le mieux à même d'incarner. Ce choix industriel français, soutenu par un État stratège, dont la réglementation du secteur serait indépendante des diktats de Bruxelles, placerait notre groupe télécom Orange dans un positionnement concurrentiel idéal pour devenir le champion mondial de la fibre. Dans l'attente des détails définitifs de cette opération, le Front National est opposé à cette opération capitalistique, contraire au patriotisme économique. Patriotisme économique qui défendra toujours l'intérêt général de la France avant les intérêts privés de quelques-uns. Cette année, la Caisse des dépôts et consignations célébrera l'anniversaire de ses 200 ans. Les Français devraient s'en réjouir car cette grande institution financière publique, historiquement puissant bras financier de l'État, est un joyau inestimable pour l'économie nationale et qui n'a pas vraiment son équivalent en Occident. Pourquoi faire l'éloge d'une si discrète vieille dame, née sous la monarchie de Louis XVIII et après la chute de l'Empire? Parce qu'en réalité, le rôle de la CDC est intemporel et éminemment moderne puisque l'histoire se répète sans cesse. À l'origine, en 1816, la création de cet établissement spécial, la CDC, intervient dans un contexte de forte dette publique et après la terrible crise monétaire des assignats post-Révolution française, aggravée par le coût des guerres napoléoniennes. L'instabilité financière ambiante qui s'ensuivit, due aux crises à répétition, généra alors une défiance des épargnants envers le pouvoir politique. Face à ces difficultés, le gouvernement de l'époque confie à la Caisse des dépôts, d'une part, la gestion de l'épargne des Français, avec la création d'un livret d'épargne qui deviendra le livret A actuel, et d'autre part, le financement à court terme de l'État. Pour éviter toute mainmise du pouvoir exécutif sur ses ressources, ce nouvel établissement, placé sous la protection et la surveillance démocratique du Parlement. L'Assemblée nationale de l'époque assigna à la CDC comme objectif premier de restaurer la foi publique. La foi publique, il s'agit, grâce à une garantie institutionnelle de la nation, de rétablir la confiance du citoyen dans le crédit de l'État. Ce concept essentiel de la foi publique constituera le berceau de la République et la CDC en a d'ailleurs fait sa devise depuis 2 siècles. Aujourd'hui, le groupe CDC, avec ses filiales, est présent dans 60 pays et compte 117 000 collaborateurs, dont 62 000 dans l'Hexagone. Elle est le premier financeur du logement social en France, elle est l'assureur et gestionnaire de retraite, elle est un investisseur majeur de long terme grâce aux participations stratégiques ainsi qu'à la BPI France. Enfin, elle contribue par ses dividendes au budget de l'État. À notre époque, les risques pour la France sont pires qu'avant. 2 raisons à cela. La dépendance à nos créanciers internationaux sur les marchés financiers et la soumission des dirigeants UMPS aux joues politiques de l'Union européenne qui imposent une austérité suicidaire et surtout un pillage de l'épargne des citoyens avec l'union bancaire. Cette nouvelle législation prévue pour renflouer les banques en difficulté sur le dos des épargnants, c'est-à-dire l'inverse de la foi publique.
Sans parler des délires marketing de François Hollande qui, dans la foulée du COP 21 au mois de décembre, voudrait rebaptiser CDC en Caisse des dépôts et du développement durable. Ces phénomènes de mode pour faire écolo-compatible sont grotesques et dénotent encore de cette absence de vision stratégique à long terme. Non, Monsieur le Président, on ne change jamais le nom d'une maison qui a connu une success story. C'est pourquoi, avec la Banque de France, deuxième grande institution publique, la CDC constitue un des piliers du modèle de patriotisme économique du Front National. Le Front National, très attaché aussi à la foi publique et aux missions d'intérêt général en faveur de l'économie nationale. Les salariés, donc, au sein de la CDC, peuvent être particulièrement fiers d'appartenir à cette prestigieuse maison au service de l'intérêt général et patrimonial de la France. Ils peuvent être fiers de participer activement à la stabilité financière du pays et donc au développement de la puissance économique de la France dans le monde. En Chine maintenant, le début de l'année a été un coup dur sur les marchés boursiers chinois qui, malgré l'interventionnisme tous azimuts du gouvernement, continue sa chute libre. 15% encore en 8 jours. La première séance de l'année boursière a effacé 590 milliards de dollars de valeur en un jour. Même si je n'ai pas coutume de commenter la volatilité des marchés financiers habituellement, il est nécessaire d'analyser ce phénomène. Faut-il vraiment mettre en cause la Chine dans cette tempête boursière mondiale ? Pas vraiment, car les marchés financiers, déconnectés de l'économie réelle, depuis que les banques centrales utilisent sans limite la planche à billets, ne font que réagir avec nervosité à quelque chose de connu depuis des années, la transition économique chinoise et le ralentissement de sa croissance. Ce qui est dangereux, c'est que nos dirigeants UMPS, Eurobéa et leurs économistes télévisés, qui les conseillent en continu, de leur faire croire que la croissance chinoise reviendra à ses plus hauts et qu'elle entraînera une prétendue reprise en Europe et en France. En réalité, le moteur de la croissance mondiale s'essouffle car les pays occidentaux, dont les USA en particulier, et en tête, subissent une chute de leur demande intérieure qui entraîne des risques de récession, alors même que nos économies sont gonflées à l'hélium de la politique monétaire expansionniste de la Fed, la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne, etc., etc. Par effet boomerang, dû à la mondialisation dérégulée, eh bien, l'Union européenne est particulièrement touchée par le phénomène de ralentissement économique chinois. Conséquence, par exemple, le leader mondial du pneumatique Michelin a dû fermer 3 de ses usines en Europe et licencier 1500 personnes fin 2015. Encore un drame social. De même, la litanie des fermetures d'entreprises et des plans de licenciement ne fait que s'allonger. Nous payons hélas un lourd tribut au modèle économique ultralibéral mondialisé, celui de l'Union européenne, qui voit notre système de société arriver à son terme, sans que la classe politique au pouvoir ne comprenne les racines du problème. Et pourtant, il existe les solutions simples pour éviter de ce cataclysme. Retour en Europe. Ce lundi 11 janvier, Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, a sommé la Belgique de mettre fin à une pratique fiscale illégale et de se faire rembourser 700 millions d'euros par 35 groupes multinationaux. Les 35 groupes concernés ont bénéficié, selon les calculs de la Commission, de réductions d'impôts allant de 50 à 90%. Au total, le manque à gagner fiscal pour l'État belge est d'au moins 700 millions d'euros, dont 200 millions concernant les multinationales non européennes. La Commission européenne, présidée par Jean-Claude Juncker, impliquée dans l'affaire, est mal à l'aise et fait un peu de zèle depuis que le scandale fiscal de LuxLeaks a éclaté. Cette affaire a révélé une situation d'entente immorale et illégale entre le Luxembourg et les multinationales, dont le but est d'escamoter les impôts de société dus au gouvernement et au peuple. Évasion fiscale qui représente des dizaines de milliards d'euros de pertes annuelles pour les contribuables européens et au moins 15 milliards d'euros par an pour les contribuables français qui payent la facture aujourd'hui. Encore un scandale qui n'aurait pas pu exister avec le modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent du Front National. Enfin, General Electric licencie chez Alstom. Le groupe américain General Electric envisage de supprimer 765 postes en France au cours des 2 prochaines années. Ces suppressions de postes interviendraient dans les activités énergie du français Alstom, racheté en novembre 2015. C'est une nouvelle véritablement scandaleuse qui vient de confirmer les tristes prévisions qu'avait faites le Front National au moment de la vente d'Alstom à General Electric. Nous demandions alors à l'État français de prendre une position de minorité et de blocage dans l'actionnariat d'Alstom par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, encore elle, afin d'éviter ce genre de décision contraire à l'intérêt public et pour que ce fleuron industriel reste français. Mais nos dirigeants UMPS
ont lâchement laissé faire cette opération de rachat et le peuple français en subit aujourd'hui les conséquences. Après avoir été spolié de son patrimoine industriel, nous subissons maintenant le chômage. CQFD. À bientôt.